voir si vos cams et si la mienne aussi sont prises par l'enregistrement ou pas. On va voir, ça va être la surprise. Très bien, très bien. Et donc, sinon, je vais me mettre en galerie aussi. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? De quoi est-ce qu'on a parlé? Des conditions inattentives, non? Oui, des cognitions inattentives. Excellent. Très bien. Et donc, elles font partie de quel type de cognition? Est-ce que ce sont des cognitions conceptuelles, non conceptuelles, Non conceptuelles, elles sont sensorielles. non conceptuelles, sensorielles et pas que. Ouais, pas que sensorielles, si. Ben, elles sont inattentives, donc sont conceptuelles. Ah, ok. Ok. Donc, on pourrait dire en fait que euh, elles ne réalisent pas leurs objets. Ouais. Et parmi beaucoup de cognitions dans la division septuple qui ne réalisent pas leurs objets, il y en a beaucoup qui sont conceptuelles. Ouais, mais celles-ci, elles ont la particularité de ne pas l'être, justement. Ouais, vous vous souvenez Oui, un petit peu de la définition? parce De que quoi? l'objet n'est pas authentifié. Exactement. L'objet Et qui apparaît à la conscience n'est pas authentifié. exactement, tout à fait. Et c'est quel type d'objet qui apparaît à la conscience? Ben, en fait, ça peut être les Tu veux personnes. dire l'objet d'appréhension, l'objet d'engagement? Oui, c'est C'est son objet d'engagement et c'est aussi son objet apparent d'une certaine manière. Et c'est quoi? C'est un phénomène ou c'est un non-existant? ah bah, c'est un existant, C'est un obligatoirement. existant. Et, Et et moi, parmi les existants, moi, j'aurais c'est dit quoi? un impermanent, donc sensoriel. C'est pour ça que j'aurais dit sensoriel. Enfin, Ok, d'accord, c'est pour ça. Ok. alors, c'est un impermanent. Alors, c'est une perception. Ça peut être sensoriel, mais tu avais dit que ça pouvait être une autocognition, donc ça peut pas être Aussi, forcément que oui. sensoriel. Donc, c'est pour ça que je vois bien que tu Exactement. essayes de creuser, mais voilà, Exactement. Combien de types de perceptions directes avons-nous? il y a quatre. Quatre qui sont. Ben, la sensorielle, l'autocognition, la yogique et la mentale. Oui, La exactement. Très bien. clairvoyance, par Et exemple. les mentales, telles que les clairvoyances, exactement, elles en font partie. Très bien. Et ok, donc on a quatre types de perceptions directes. Très bien. Et ces perceptions directes, soit elles réalisent nouvellement leurs objets. Et donc c'est quoi parmi les différents types de cognitions? Une perception valide. Ce sont des cognitions valides, ouais. Ouais, si elles réalisent nouvellement leurs objets, très bien. Ok, ou des perceptions valides, ouais, on pourrait les appeler comme ça aussi, des perceptions qui sont des cognitions valides, exactement. Ouais, tout à fait. Ok, et celles qui réalisent mais pas nouvellement, c'est quoi? Ben, une inattentive, non, non, une subséquente. Oui, les subséquentes, exactement. Et celles qui ne réalisent même pas leurs objets? Celle qui Elles sont fausses. Ah, ok, ça veut dire que si une cognition ne réalise pas son objet, elle est nécessairement fausse. non, elle peut être inattentive, elle ne réalise pas son objet. Elle est en accord avec la réalité, mais elle ne le réalise pas. Oui, justement, donc justement, les perceptions directes, qui ne réalisent pas leurs objets, on les appelle des cognitions inattentives. Ouais, Mhm. ouais, ça joue. Ok, très bien. Magnifique. Et ensuite, on a parlé en effet des autocognitions. Ouais, c'est la Potier qui en parle. Ok, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il y avait des autocognitions qui étaient sensorielles, enfin, qui observaient des cognitions sensorielles, des autocognitions qui observaient des cognitions mentales et des autocognitions qui observaient avec quoi? Mentales et oui, les autocognitions elles-mêmes qui sont inattentives, c'est ça qu'on a vu. Ouais, donc oui, là, je parle d'autocognition, mais en fait, on a les différents types de cognitions inattentives. Ouais, celles qui sont sensorielles, celles qui sont mentales et celles qui sont des autocognitions. Ouais, ouais, ça vous D'accord. parle? Oui, oui, oui. Oui, Ok, oui. ouais, Et donc, il y a une autocognition d'une sensorielle et une autocognition du mental, puisqu'il y a... exactement, tout Et, à fait. et autocognition, c'est ça. C'est l'autocognition, ouais, c'est l'aspect appréhendant. Ouais, c'est un aspect dans la conscience
qui appréhende la conscience elle-même en train d'observer son objet. C'est ça l'autocognition. On en avait parlé, je pense, précédemment. Et les, euh, les écoles qui acceptent l'autocognition, pourquoi est-ce qu'ils en parlent? Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'il y a l'autocognition? Mais quand on pense à quelque chose, quand on s'interroge, Oui, oui. Donc on a bien des autocognitions qui font l'expérience de conscience conceptuelle aussi, tout à fait, en général. Ouais, très bien. Mais pourquoi est-ce qu'ils affirment l'autocognition? Pourquoi est-ce qu'ils se prennent le chou à en parler? Peut-être pour nous compliquer les choses le vendredi matin, non? Je pense pas qu'ils sont en soi à ce niveau-là, mais bon. non, Euh, mais forcément, il y a quand même bah, le mental intérieur, quoi, hein. Oui, oui, c'est une conscience tournée vers l'intérieur, l'autocognition. En effet, et c'est normalement, elle est catégorisée parmi les consciences mentales, exactement. Ouais. Ok, mais pourquoi existe-t-elle? À quoi sert-elle? euh, Ouais. Euh, Par euh, exemple, Elle est dans le continuum de conscience, de toute façon. ouais, de toute façon, exactement. Ouais. Ouais, ça sert à quoi l'autocognition? Est-ce que c'est pour, est-ce que c'est pour se regarder faire les choses, pour se poser la question quand on descend un escalier, l'ai-je bien descendu? Ou est-ce que c'est à quoi ça sert l'autocognition? c'est Euh, pour avoir un souvenir de quelque chose, non? Oui, exactement. C'est pour le souvenir. Ouais, c'est pour se dire, ok, si j'ai le souvenir d'avoir goûté mon thé juste à l'instant, et bah, c'est qu'au moment où je goûtais ce thé, ma conscience gustative s'observait elle-même d'une certaine manière. Ouais. Il y a une partie de ma conscience gustative qui s'observait en train de observer la saveur. Et donc, c'est pourquoi ensuite on peut avoir le souvenir, tiens, j'ai goûté du thé. Ouais. Parce que si on n'a pas de cognition valide initiale, on ne peut pas avoir de souvenir ensuite. Ouais. Mm. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, oui. Ok. Et donc, c'est pourquoi ils vont dire il faut Mais qu'il y ait alors, au... Ouais. pardon, tu pourrais, enfin, je suis d'accord avec, enfin, je suis d'accord, hein. Oui. Je crois ce qu'ils disent, mais on pourrait, à l'absurde, dire, ben, j'ai le souvenir parce que justement, il y a ce jeu qui est au-dessus, qui supervise tout ça, en fait. Tu vois, c'est comme s'il y avait un superviseur, alors que ça n'existe pas. On pourrait déformer ça autrement, en fait. En Oui. disant plutôt que ce soit la conscience gustative qui se souvient, eh ben non, il y a quelqu'un qui se jeu, qui voit tout. Ouais. Ouais, ouais, il y en a qui diraient ça. Il y en a qui Oui, l'ont non, mais dit. je sais bien qu'ils ont osé, C'est... mais je veux dire, tu pourrais aussi. Comment tu démontes ça? Sauf si tu as le raisonnement en démontant ton jeu. Voilà. Oui. Mais tu pourrais aussi avoir cette idée-là. Oui, il y en a qui l'ont eu d'ailleurs. Quand, par exemple, dans Recognizing Reality, par exemple, Geshe Dreyfus dit que on peut traduire de deux façons pramana, la cognition valide. Ouais. Dans les traditions non bouddhistes, on peut traduire par les moyens de cognition valide. Alors que dans la tradition bouddhiste, on dira cognition valide toute seule. Pourquoi? Parce que dans les traditions hindoues en particulier, on vont dire que les sens, ce sont un petit peu comme des envoyés, des ambassadeurs du soi. Ouais, donc c'est le soi qui envoie ses sens comme des ambassadeurs, et ces ambassadeurs sont des moyens de cognition valide par ce soi. Ouais, c'est pourquoi les non-bouddhistes vont dire que pramana, c'est traduit par moyen de cognition valide. Ouais, et donc, pour eux, les sens servent comme ouais, comme des ambassadeurs, comme des pages. Ils servent le roi qui est le soi. Et bien sûr, dans la tradition bouddhiste, on déconstruit le soi. Ouais. Donc forcément, on ne peut pas expliquer le souvenir par ça. Et donc, on doit trouver D'accord. d'autres moyens. Mm, mm. Et donc, ceux qui acceptent l'autocognition vont dire, bah, c'est l'autocognition qui nous permet de nous souvenir, d'avoir perçu ceci et cela. Et les Prasangika, ils vont raconter l'histoire de l'ours. Donc ça, c'est autre chose. Très bien, très bien, très bien. Et donc, ok, on avait parlé en effet des perceptions directes sensorielles, inattentives, perceptions directes mentales, inattentives.
et perception directe aperceptive inattentive ou perception directe autocognitive, ouais, inattentive. Ok, très bien. Et on avait vu que certains n'acceptent pas la validité de la cognition inférentielle. Vous vous souvenez? Il y en a qui disent je ne crois que ce que je vois, Comme saint Thomas. comme saint Thomas. Ça rime. Et donc, il faudrait vérifier si saint Thomas fait des raisonnements dans ses textes. Parce que s'il fait des raisonnements, à ce moment-là, il ne peut pas croire que ce qu'il voit. Il doit aussi croire ce qu'il infère. Il doit croire en la validité de la cognition inférentielle. Oui, Sinon, il ne faut pas faire de raisonnement. je Ouais, pense pas qu'il parlait de cognition. ouais, peut-être qu'ils avaient d'autres mots pour ça. Ouais, parce que ça, c'est universel. Cette question de qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que j'appréhende? Est-ce que c'est totalement irréel ou est-ce qu'il y a une certaine réalité dans ce que on perçoit, dans ce qu'on conçoit, etc. Ouais, tout le monde s'est posé la question. Même dans les Lumières, ouais, dans le siècle des Lumières, ils ne se sont plus trop posé la question de Dieu, etc. Ils se sont surtout posé la question, mais qu'est-ce qu'on perçoit? Qu'est-ce que la réalité? Ouais. Et donc, on peut voir des corrélations. Alors, bien sûr, moi, je suis très ignorant par rapport à ces développements occidentaux et encore plus ignorant que ces développements bouddhistes. Donc, je ne pourrais pas trop en parler. Mais en effet, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que je perçois? Est-ce que c'est valide ou pas? Est-ce qu'il y a de la validité là-dedans? Qu'est-ce que je conçois? Est-ce que la pensée a une certaine validité ou pas? Ou est-ce qu'elle n'a rien à voir avec la réalité? Ouais, donc beaucoup se sont dit, bah oui, non, la pensée, elle n'a rien à voir avec la réalité. Ouais. Et donc, surtout les nihilistes, ouais. Euh, donc, je crois que c'était à la page 151 en bas, on avait vu Ah ça, oui, non? oui, oui, c'est Ouais, ça. très bien. En effet, on avait vu certaines présentations de Lorik posent comme illustration de ce cas, donc une perception directe autocognitive qui est inattentive, une autocognition dans le continuum d'un nihiliste ou d'un matérialiste qui fait l'expérience de cognition inférentielle valide. Ouais, parce qu'ils disent justement, je ne crois que ce que je vois, parce que la conscience conceptuelle n'a aucun support dans la réalité. Ouais, Mhm. ils vont dire ça. Et donc, est-ce qu'ils donnent une raison ou pas? C'est la même Oui. question que la semaine dernière. J'ai l'impression de faire un déjà vu. Mm. Oui, oui, ils donnent une raison. Ils disent quoi? Ils disent parce que la conscience conceptuelle n'a aucun lien avec la réalité. Et Il ça, n'y a c'est aucun... conceptuel. Hein? Et ça, c'est conceptuel. Donc, en fait, Eh, ils se dédient, en fait. Ils vont à l'encontre de ce qu'ils disent. C'est ce que tu disais là. exactement. Mm. Ils vont à l'encontre de ce qu'ils disent parce qu'ils donnent une raison tout en disant, Mm. bah non, la raison n'a aucun, la raison conceptuelle, hein, le raisonnement conceptuel n'a aucun ancrage dans la réalité. Et donc, ils donnent une raison tout en décrédibilisant la raison. Ouais, Ouais. Et donc, c'est pourquoi les bouddhistes vont dire, eh ben, ils font un raisonnement, même si ce raisonnement n'est pas correct, hein, n'est pas valide, ils font quand même un raisonnement de toute façon. Mais ils font un raisonnement tout en prétendant ne pas en faire. Donc, c'est tout à fait. pourquoi leur autocognition, qui fait l'expérience de ce raisonnement, est inattentive. Ouais, ça joue. Mm. Sinon, ils auraient le souvenir, ils se diraient, ah, bah, je viens de faire un raisonnement. Et donc, si je viens de faire un raisonnement, pourquoi est-ce que je décrédibilise le raisonnement? Ouais, etc. Ok. Oui, mais Très bien, après, très bien. Donc, c'est... on peut pas se souvenir de tout. La conscience Oui, mentale ne peut pas se souvenir de tout, mais ce continuum de conscience peut enregistre tout, en fait. oui, exactement. C'est là où ça pose question. Parce que il y a des gens qui, par exemple, ont totalement oublié un événement dans leur existence et sous hypnose peuvent très bien se souvenir. Tout à fait, ouais. Ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, on a malgré tout un souvenir alors que initialement, alors il y avait une cognition valide initialement, ça c'est sûr, s'il y a un souvenir après. Ouais, sauf que le souvenir est tellement, comment dire, Il est enfoui, enfoui, oui. exactement, il ne ressurgit plus pendant très longtemps. Et même si la Oui, personne ne faisait pas d'hypnose, ça resterait enfoui jusqu'à ce que cette personne obtienne l'éveil. Parce qu'au moment de l'éveil, la personne se souvient de tout ce qui s'est passé. oui, même des Ouais. fois, il y a des petits fragments comme ça qui montent et puis que
on se dit, oh ben ça, je l'ai déjà vu ou entendu. Et puis alors que ça fait très longtemps. Oui, Ça arrive exactement. rarement, mais ça peut arriver. Ouais, tout à fait. Ou même, on a fait un rêve qu'on a totalement oublié et parfois ils ressurgissent quand on essaie de méditer, par exemple. Ouais, quand on essaie de méditer, on est distrait parce qu'on se souvient du rêve qu'on a eu dans la nuit alors qu'on s'en était pas du tout souvenu au réveil. Ouais, parce qu'on retrouve un état de conscience qui se rapproche peut-être d'un niveau plus subtil et donc forcément le rêve peut ressurgir. Ouais, Oui, pourquoi pas? Ça peut exactement, arriver parce que aussi. moi j'avais rêvé, enfin ça faisait très longtemps, j'avais rêvé qu'il y avait de l'eau partout et que je pouvais pas rentrer dans le village où je voulais aller. Et 10 ans après, je l'ai vécu. Alors au moment où c'est arrivé, j'ai dit, mais c'était le rêve que j'ai fait, ça, il y a longtemps, mais c'est pas possible. J'en revenais pas et c'était exactement pareil. Oui. J'avais des difficultés à aller dans ce village où ma mère elle habitait et Mm. il a fallu faire un détour pas possible pour accéder. C'était entouré d'eau. Ok. C'est Donc incroyable. là, les deux événements sont dans l'ordre inverse. Ouais, d'habitude, on rêve de ce qu'on a vu. Et là, de ce qu'on a vu par le passé. Et là, on rêve de ce qu'on va voir à l'avenir. Donc, dans ce cas-là, c'est autre chose que le souvenir d'un rêve. Là, c'est le rêve d'un futur souvenir. Je sais pas comment le formuler, mais on pourrait dire que c'est plus intuitif de cette manière-là. Ouais. C'est plus Ouais. quelque chose qui relève de l'intuition. Ouais. Ok, très bien, très bien. Mais en effet, on pourrait se poser plus de questions par rapport à ça, essayer de creuser ce qu'est le rêve, etc. Même si dans la tradition bouddhiste en général, on parle du rêve comme une cognition fausse non conceptuelle, mais ça dépend quel rêve, puisqu'il y a des rêves qui peuvent donner des indications. Ouais. Donc, ça dépend de quel rêve, ouais, en effet. Ok, très bien, très bien. Donc, on disait en effet, les matérialistes disent, je ne crois que ce que je vois parce que la conscience conceptuelle n'a pas d'ancrage dans la réalité. Donc, ils font un raisonnement sans s'en rendre compte, d'une certaine manière. Après, ça, c'est une explication bouddhiste. Après, peut-être que eux, si on discutait avec eux, on ne dirait pas nécessairement la même chose. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et donc, puisqu'ils n'acceptent pas l'existence de cognitions qui surviennent pourtant dans leur continuum mental, il est dit que l'autocognition qui fait l'expérience d'une cognition inférentielle valide, alors là, c'est pas valide hein, quand on dit oui, la conscience n'a pas d'ancrage dans la réalité. Mais imaginons qu'ils fassent des inférences valides, dans ce cas-là, leur autocognition dans ce continuum d'une telle personne est un cas de conscience inattentive. Page 152, waouh. Voilà. Mais, mais cet exemple n'est pas accepté par tous les manuels, car il peut être dit que l'autocognition, euh, l'autocognition réalise la cognition inférentielle valide, mais ne la réalise pas en tant que cognition inférentielle valide. Ok, ok, ok. Donc, ça peut poser question, hein, en effet. Par exemple, ça peut nous aider à comprendre un petit peu ce que dira, par exemple, le Prasangika. Le Prasangika Madhyamaka dira que nous faisons tous l'expérience de vérités conventionnelles, sans les réaliser comme étant des vérités conventionnelles. Ouais. Et donc, ça pourrait être un principe similaire ici. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, très bien, très bien. Il y a aussi la question, alors j'ai plus du tout retrouvé cette source. Normalement, je devais la retrouver pour ce soir, mais où un texte dit que les consciences sensorielles ont des sensations plaisantes et déplaisantes, mais ne les réalisent pas comme étant plaisantes ou déplaisantes. Donc, il y a des éléments de réponse dans Science and Philosophy in the Indian Buddhist Classics, dans le volume 2, et aussi dans un des livres de Sa Sainteté Dalai Lama, The Foundation of the Buddhist Path, où il parle de la perception directe mentale qui appréhende nos sensations plaisantes et déplaisantes. Donc, il semble en effet que ça veuille dire que les consciences sensorielles ont des sensations plaisantes, déplaisantes, etc., mais ne les réalisent pas comme étant plaisantes ou déplaisantes.
C'est la conscience mentale qui peut le faire. Ouais, donc Parce que ça peut elles être sont aussi un suivies, autre exemple. pardon, Ouais, parce que tes consciences mentales qui ressentent ce qui est plaisant ou déplaisant sont suivies d'un train de conscience mentale et c'est elles qui ressentent ça en fait. oui, il semble que Qui ce mettent soit une étiquette en fait. exactement. Il semble que ce soit ça en effet. Alors en effet, dans ce cas-là, on ne peut plus vraiment parler de cette perception directe mentale qui est infinitésimale, parce que dans le cas des êtres ordinaires, à ce moment-là, c'est totalement inattentif. Ouais, donc même cette conscience ne peut pas D'accord. réaliser quoi que ce soit. Donc il faut que ce soit un moment de conscience mentale suffisamment long, donc peut-être D'accord, d'accord. Ouais. conceptuel ou si on médite, si on fait une introspection. Dans ce cas-là, oui, on pourrait parler de conscience mentale directe. Pourquoi pas? Perception directe mentale. Ok, très bien, très bien. Donc dans le même esprit, une autre illustration posée par certains manuels pour une perception directe autocognitive inattentive est une autocognition dans le continuum d'un samkhya ou d'un vaisheshika qui fait l'expérience d'une conscience de béatitude, de la félicité. Ok. Et donc, les adeptes de ces deux systèmes soutiennent que la nature de la félicité n'est pas conscience, mais matière. Ok. Alors, les Donc, Samkhya, c'est-à-dire que c'est ceux qui débattent avec les Sautrantika. Euh, alors, je ne sais pas qui c'est oui, les Samkhya. Je sais, les Sautrantika, c'est avec le Mahayana, avec les Mahayanistes qui débattent. oui. Alors, ils débattent avec tout le monde. Ah, d'accord. Ouais, c'est ce qu'on peut trouver à un moment donné dans Recognizing Reality. C'est qu'au début, quand le bouddhisme est arrivé en Inde, il a fallu qu'il fasse un peu sa place. Ouais, donc il y avait déjà beaucoup de systèmes qui étaient établis. Il y avait les systèmes non bouddhistes, les hindous. Il y avait les Samkhya, justement, les Vaisheshika, les Neyayika, les Mimamsaka, etc. Il y avait aussi les matérialistes, ouais, ce qu'on a vu là juste avant, les Charvaka, Lokayata, etc. Il y a eu les Jains aussi vers la même période que le Bouddha. Et donc, il a fallu que le bouddhisme fasse un peu sa place. Et donc, il y a eu beaucoup de débats. Euh, inter-école, on pourrait dire, inter-système. Et une fois que le bouddhisme a eu une suffisante place en Inde, eh ben, il y a eu des débats intra-école, ouais, parmi les écoles bouddhistes elles-mêmes. Ouais. Et ensuite, bien sûr, ça n'a pas tranché le continuum des débats avec les autres écoles non bouddhistes, hein, ça a continué, etc. Mais c'était surtout des débats internes. Et après, bien sûr, quand d'autres systèmes arrivaient avec de nouveaux arguments, et ben, forcément, il y a eu d'autres débats inter-écoles, etc. Donc, c'est un petit peu alternatif, ou même, Donc, en fait, on va c'est dire. juste pour se retrouver, voilà, si c'est des écoles bouddhistes, Alors là, Samkhya et Vaisheshika sont non bouddhistes. sont non bouddhistes, d'accord. Ouais, c'est les Samkhya, en général, c'est les énumérateurs. Samkhya, le terme sanskrit, ça veut dire énumérer. Et donc, ils énumèrent la totalité des phénomènes en 25 catégories. Ouais, ils parlent de la personne, ils parlent de la nature fondamentale, Prakriti, qui est un petit peu une immense pâte à modeler qui Ouais, fabrique toutes les manifestations. Ouais, ouais. et qui est indivisible et qui imprègne toutes ces manifestations, etc. Et voilà, c'est un petit peu. Il y a des samkhya théistes et des samkhya non théistes. Ouais. Donc, les Vaisheshika, ce sont les particularistes. Ils ont des vues assez similaires, normalement, aux Neyayika, semble-t-il. Les Nyaya, donc les tenants du raisonnement, qui parlent de 6 catégories dans l'univers. Tous les phénomènes peuvent être inclus dans 6 catégories la substance, l'activité, les qualités, la généralité, la spécificité et l'immanence. Ouais. Et donc, ou l'inhérence, ouais, ou l'immanence, on pourrait dire. Et donc, ils ont des vues très réalistes. Ils vont penser que, par exemple, une fois qu'une étoffe est fabriquée, le tout est supérieur à l'ensemble de ses parties, par exemple. Ouais. Ils vont dire ça, par exemple. Ils vont dire qu'une généralité existe en deçà de ces instances, tout en les imprégnant. Ouais, par exemple,
Neyayika, les Vaisheshika diraient par exemple que la généralité dinosaure continue d'exister de nos jours. Mhm. Ouais, les généralités survivent à leurs instances. Ok, De mais toute ça, c'est façon, une. ils ont gardé des traces dans les musées. Alors, il y a encore Oui. squelettes, hein, Est-ce que, des est-ce que les dinosaures. traces dans les musées sont des dinosaures? Non, non, mais c'est quand même, il y a des traces. Le squelette, c'est quand même des traces. Ah oui, tout à fait. Mais en même temps, tout le monde sera d'accord, les bouddhistes aussi. Mais les bouddhistes disent que la généralité dinosaure existe en général, mais pas à l'instant T, pas actuellement. En général, c'est un existant, mais pas à l'instant T. Ouais. Parce qu'à l'instant T, tous les dinosaures ont cessé d'exister. Ils ont été remplacés par leur génération ultérieure. Par exemple, les poules. Les poules sont les descendantes, certaines descendantes des dinosaures, tous les oiseaux d'ailleurs. Ouais. Les reptiles, etc., etc. Ouais. Ok, très bien. Mais un reptile actuel, un serpent, un crocodile, on peut pas dire c'est un dinosaure. Non. Ouais. Un oiseau, on ne l'appelle pas dinosaure. Ouais. Donc c'est pourquoi la généralité dinosaure, à l'instant T, pour les bouddhistes, n'existe plus. Elle existe en général, mais pas maintenant. Ouais. Et donc, mais ceux qui acceptent une forme de réalité substantielle aux généralités, ces généralités peuvent survivre à leurs instances. Pourquoi pas? Ah, Et ouais. là, c'est une interprétation de ces écoles à travers les manuels bouddhistes et même les manuels tibétains qui ont une distance très longue avec ces écoles hindoues. Ouais, ils n'étaient pas en contact avec ces écoles hindoues, les Tibétains. Et donc forcément, ils ont peut-être que les vues qui sont répertoriées dans les manuels ne sont pas exactement celles qui étaient maintenues à l'époque en Inde. Ça, il faut être prudent par rapport à tout ça. Ok, très bien, très bien. Et donc, les Samkhya et les Vaisheshika qui sont non bouddhistes considèrent que la félicité, c'est de la forme, c'est pas de la matière. Mais après, ça dépend aussi si on Et parle d'une c'est de la félicité. forme, c'est pas de la matière, mais la forme, c'est bien de la matière. C'est pas de la conscience, pardon. Oui. Pardon. C'est de la forme ou de la matière, c'est pas de la Mm. conscience. Mais même dans la philosophie bouddhiste, on dira par exemple la félicité tactile, ouais, la sensation plaisante tactile, on pourrait dire la félicité tactile, c'est nécessairement de la forme, puisque c'est un objet tactile. Mhm. Mm, mm. C'est quand t'as c'est quand on est au calme mental qu'on dit qu'il faut avoir une certaine manière, enfin être, oui, félicité physique et mentale. C'est à ce niveau-là qu'on parle de Oui, félicité oui, tactile, entre oui, guillemets. exactement. Quand c'est physique, ça doit être un objet tactile, et donc si c'est un objet tactile, c'est nécessairement de la forme. Ouais. Mhm. Alors qu'une félicité mentale, c'est nécessairement pas de la forme. Ouais. Et donc, là aussi, il y a des nuances dans la tradition bouddhiste. Ouais. Par exemple, quand on parle justement de shamatha avec la flexibilité et la félicité physique et mentale, certains diraient, ah, bah, si c'est shamatha, il y a nécessairement flexibilité et félicité physique et mentale. Mais certains pourraient dire, bah non, par exemple, dans le sans forme, il y a aussi shamatha. La personne qui a obtenu le sans forme, elle a aussi obtenu shamatha, Oui, mais elle n'a pas l'accès nécessairement. à la forme. Alors, elle peut pas Elle n'a avoir. pas l'agrégat de la forme, donc elle n'a pas de félicité physique. Voilà. Ouais. C'est pourquoi on ne peut pas rendre égal le fait d'avoir la félicité physique et mentale et shamatha. Ouais. Par contre, si on parle de félicité mentale, oui, ça s'ajoute. Mm, Ouais. Ok, très bien, très bien. Et donc, ils disent ça, ils disent que euh, voilà, les adeptes de ces deux systèmes non bouddhistes soutiennent que la nature de la félicité n'est pas conscience, mais matière. Dans notre propre système, la félicité est un type de sensation, une fonction cognitive et donc une conscience. Donc, quand on parle de la sensation plaisante, c'est quoi? C'est le facteur mental de sensation. Et mm. un facteur mental, c'est nécessairement de la conscience, la cognition. Ouais. Mm. Ok, très bien, très bien. Euh, et donc, si là on parle de la félicité mentale, ouais, dans ce cas-là, là, c'est sûr que c'est de cet ordre-là. Ok, très bien. Il existe aussi des maniabilités, voilà, c'est ça, la flexibilité ou maniabilité physique, qui sont des félicités physiques et donc en tant que matière, des objets tangibles, raison pour laquelle le sujet posé dans ce contexte est une conscience de béatitude
écartant ainsi toute référence possible à une béatitude ou une félicité physique. Ok, d'accord. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire là, Rinpoche. Il dit qu'il y a, quand on obtient shamatha, il y a la flexibilité physique et il y a la flexibilité mentale qui engendre une félicité mentale et physique, etc. Ouais. Ok. Et donc, si on parle de la félicité mentale, dans ce cas-là, oui, on pourra dire que c'est un facteur mental. Et donc, dans ce cas-là, c'est nécessairement de la cognition. Et si on parle de félicité physique, dans ce cas-là, même les bouddhistes seront d'accord pour dire que c'est de la matière parce que c'est un objet tactile. Un objet tactile ne peut pas être de la non-matière, vous êtes d'accord? Oui. Ok, que ce soit de la matière. Et donc c'est pourquoi les bouddhistes seront d'accord si on dit félicité physique, c'est de la matière. Mais là, le texte parle spécifiquement de félicité mentale pour être sûr d'écarter cette matière qui est aussi acceptée par les bouddhistes. Ouais, ok, très bien, très bien. Dans la mesure où les Samkhya et les Vaisheshika n'acceptent pas l'existence de telle conscience de béatitude, donc la félicité mentale, l'autocognition faisant l'expérience d'une félicité mentale dans le continuum d'un Samkhya ou d'un Vaisheshika serait une cognition inattentive. Ouais, parce que ils ont nécessairement, les Samkhya et les Vaisheshika qui méditent et qui développent shamatha, ça parce qu'ils sont très forts, hein, les non-bouddhistes sont très forts dans les samadhis, etc. Ouais, c'est pourquoi on a souvent ces récits des devas, etc., dans les traditions hindoues, parce que justement, ces devas sont nés par le pouvoir des samadhis. Ouais. Ok. Et donc, s'ils ont obtenu shamatha, ils ont nécessairement félicité physique et mentale. Sauf que eux disent, bah non, mental, ça n'existe pas parce que c'est que physique. Et donc, c'est pourquoi les bouddhistes vont dire l'autocognition qui fait l'expérience de leur félicité mentale, elle est inattentive. Ouais, D'accord. ça joue? Magnifique. C'est super. Mais cela fait à nouveau l'objet de débats entre les manuels, puisque certains disent que l'autocognition réalise la félicité mentale, mais ne réalise pas la félicité en tant que conscience. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut y avoir des débats là-dessus. Ouais, exactement comme on avait dit, les consciences sensorielles ont des sensations plaisantes, mais ne les réalisent pas comme étant plaisantes. Ouais. Ok. C'est l'identification mentale qui va dire ah bah c'est plaisant, c'est déplaisant, etc., etc. Ok, très bien. Donc là, on a passé à un truc un peu difficile, ouais. En bref, on trouve dans la division des cognitions inattentives des perceptions directes sensorielles, mentales et autocognitives, mais pas de perception directe yogique. Pourquoi? Pourquoi une telle exception? Parce qu'il réalise directement, donc s'il le réalise, déjà il le réalise, donc, alors qu'une inattentive ne réalise pas son objet. Donc déjà, ça peut pas être yogique. Exactement, exactement. Mais en effet, on pourrait dire que, euh, on peut trouver une conscience qui réalise son objet, qui est Hein. une cognition valide. Ouais. Et malgré tout, l'autocognition qui en fait l'expérience peut très bien être inattentive. Ouais. Ça veut dire qu'on peut trouver dans la même substance une conscience qui est une cognition valide et l'autocognition qui en fait l'expérience inattentive. Et Un exemple. inversement. Mais par exemple, on peut très bien, euh, oui, par exemple, on pourrait très bien par exemple, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu le bac de philo et on demande toujours aux étudiants c'était quoi votre thème. Et, juste à la sortie Je crois de savoir ce que l'examen, ils disent bah, j'en sais rien. J'en sais rien. j'ai réussi, mais je connais pas le sujet. Exactement. Ouais. Et donc, c'est trop drôle, à quotidien, ils en ont parlé. Et ils ont dit oui, ils ont montré à un étudiant. C'était quoi le sujet? Il dit je ne sais plus s'il a parlé de la liberté ou d'un autre thème. Et c'était quoi la formulation exacte? Ben, je ne sais plus. Et donc, c'est trop drôle. Ça veut dire qu'au moment où la personne était en train de faire son examen, forcément, elle était à fond dans son truc. Donc, elle devait avoir une cognition valide. Mais l'autocognition qui en faisait l'expérience pouvait très bien être inattentive, d'où le manque du souvenir à la suite du truc. Ouais. Pourquoi Oui, mais le souvenir, il y a différents types de souvenirs. Tu as des souvenirs à court terme, ta mémoire, c'est le souvenir. Donc, il y a des mémoires à long terme, court terme, etc. Donc, cette mémoire à moyen terme, eh ben, elle était latente, en fait. Elle est, voilà. Il pouvait pas la. Sinon, on se souviendrait de tout, ce serait une catastrophe. pas? Alors, il y en a qui le vivent très bien. Il y a Oui, des amnésiques qui le vivent très oui, bien. je sais.
Ils sont plutôt rares et tout le monde ne le vit pas très bien. Il y en a qui sont dépressifs à cause de ça. Ok, donc en effet, la cognition inattentive peut euh, être une même substance avec une cognition valide et inversement. On peut avoir une cognition inattentive visuelle, ouais, et l'autocognition qui en fait l'expérience, elle peut être valide. Ouais, par exemple, si on lit un bouquin et qu'on est perdu dans nos pensées, etc., nos yeux continuent de lire, ouais, mais on ne certifie pas ce qu'on est en train de lire. Ouais. Et donc, c'est pourquoi là, c'est inattentif. Visuellement, c'est une cognition inattentive. Mais l'autocognition qui en fait l'expérience peut très bien être valide. Elle peut se dire, tiens, je n'étais pas attentif à ce que je lisais. Mhm. Ouais. Et donc, en effet, on peut avoir dans une même substance une cognition valide et une cognition fausse et inversement. Ouais. Très bien. Ou même une cognition inattentive et une cognition valide, etc., etc. Très bien, très bien. C'est magnifique ça. Mais en effet, trouver des exemples de cognition valides, visuelles, sensorielles, mentales, etc., dont l'autocognition est inattentive, eh ben, on pourrait dire que c'est peut-être plus le cas de ce qu'on vient de voir juste avant. Par exemple, certains nihilistes qui font des cognitions inférentielles valides. Ouais, juste avant, à la page d'avant, où on parlait de ceux qui faisaient une cognition inférentielle valide, tout en rejetant la validité des cognitions inférentielles. Ouais, donc ils ont une cognition conceptuelle qui est valide, mais l'autocognition qui en fait l'expérience est inattentive. Ouais, donc ça, c'est un très bon exemple. Ouais, mais c'est pas le fait de ne pas être en accord, ça leur pose pas problème. Oui, alors ça leur pose pas de problème parce que et beaucoup de gens disent ça, je ne crois que ce que je vois. Ouais, si par exemple, même chez les bouddhistes, hein, il y a des gens qui disent que, il n'y a que la perception directe qui peut être valide. Il y a des gens qui disent non, la cognition inférentielle, elle ne sert à rien ou elle est elle est contre-productive, etc., etc. Il y en a qui le pensent. Ouais. Mm. Alors que normalement, dans toutes les traditions bouddhistes, on accepte deux types de cognition valide, directe et conceptuelle, ouais, inférentielle. Ouais, ouais, ça joue. Oui, ok. Oui, mais enfin, c'est une condition qui n'est pas déterminative alors. Alors, si elle est inférentielle, elle est déterminative dans le sens où elle est conceptuelle, mais si elle est directe, elle n'est pas déterminative dans le sens où déterminative, dans ce cas-là, ça veut dire conceptuelle, exactement, ouais, tout à fait. Ouais, Ok, ouais. très bien, magnifique, magnifique. Et donc ensuite, c'est là où justement il y a cette notion d'une perception directe yogique qui doit nécessairement réaliser son objet. Il n'y a pas de perception directe yogique inattentive. Ok, et donc c'est ce qu'ils vont dire ici Au avec le moins, c'est texte en clair. racine. Là, au moins, c'est clair. Il n'existe pas de perception directe yogique qui serait cela, donc inattentive, puisque toute perception directe yogique doit réaliser son objet. Car il est dit dans le Pramanavartika, ouais, le commentaire du compendium de cognition valide d'Acharya Dignaga, donc le commentaire d'Acharya Dalvakirti, simplement en voyant ce dont l'intelligence est grande, certifie tous les aspects. Ouais, c'est cette fameuse citation qu'on retrouve dans tous les manuels. Lo de Chembe Tongine Namba Tanchen Yebarje. Ouais, c'est cette citation d'Acharya Dharmakirti. Et donc, on la retrouve dans beaucoup de manuels. Vous la retrouvez dans aussi Recognizing Reality, où Geshe Fus dit que la plupart des gens disent Lo de Chembe. Ouais, les grands sages, ça veut dire les Aryas. Ouais. La, 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 la cognition, la grande sagesse de ces personnes, c'est celle des Aryas. Et Kerubje ne sera pas d'accord, il dira que c'est nécessairement une cognition qui réalise son objet, mais ça ne veut pas dire que ce soit une cognition d'un Arya. Ouais, ok, donc là c'est juste, c'est pas nécessairement cela que ça veut dire. Mais après, c'est juste des petits débats, c'est pas très grave. Là, si on parle de la perception directe yogique, pour les non-prasangika, elle est nécessairement dans le continuum d'un Arya de toute façon, non? Mhm. Ouais, ok, très bien, très bien. C'est même la définition donnée par Yongzin pour Wuchok. On dit c'est une sagesse hétérocognitive dans le continuum d'un Arya. Ouais, ok, très bien. Et donc, il existe de nombreuses interprétations de cette assertion de Acharya Dharmakirti. Ouais, donc, comme Excuse-moi, on vient de le voir. pardon, Oui, je pensais à quelque chose et tu... Excuse-moi. Euh, oui, la perception directe yogique pour les non-prasangika est dans le continuum de Narya, et oui. pour les prasangika, madhyamika,
il faut avoir réalisé la vacuité ou pas? Pour être un aria. Ouais, Ouais, il faut c'est la ça. réaliser directement. Ouais, directement, oui, oui, bien sûr. Donc c'est ça la Ouais. différence. C'est pour ça que tu fais le distingue, la différence. Oui, exactement. C'est ça la différence, c'est qu'un prasangika les prasangika diront qu'un arya, c'est nécessairement une personne qui a une réalisation directe de la vacuité. Ouais. Alors que, et donc une réalisation yogique de la vacuité. Mhm. Ouais. Ça veut dire que si c'est un arya, c'est nécessairement une personne qui a une réalisation yogique de la vacuité. Mais si c'est une personne qui a une réalisation yogique, ce Ça n'est peut pas être de nécessairement un arya. l'impermanence, ça peut être du non-soi des quatre nobles Exactement. vérités, des 16 aspects, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. C'est exactement ça, c'est ce qu'on va dire le non-prasangika. Pour être un arya, il faut réaliser yogiquement les 16 aspects des quatre nobles vérités en particulier, ou même pour les non-prasangika, si on parle des mahayanistes, il faut aussi réaliser directement le non-soi des phénomènes, pourquoi pas? Oui, mais dans ce cas-là, il ne s'agira pas de la vacuité telle qu'elle est affirmée par les prasangika. Ouais, donc ça veut dire qu'un arya doit nécessairement avoir une réalisation yogique de la vacuité, une réalisation directe. Ça ne veut pas dire que quand c'est indirect, ce ne soit pas une réalisation. J'ai vu l'autre jour une vidéo à Vajrayogini et la personne disait, je ne dirai pas son nom, la personne disait que si ce n'est pas une réalisation directe, il n'y a pas de réalisation de la vacuité. Pas du tout dans les traditions bouddhistes. On dit Shel Jani, Shil Semani, Donjenu, Dominu Chil. C'est parce qu'il y a deux types d'objets de compréhension, qu'il y a deux types de cognition valides. Même si c'est pas direct, ça peut être une cognition valide de la vacuité. La vacuité peut être réalisée par une conscience conceptuelle. Même si c'est pas direct, ça peut quand même être réalisé. Donc ça, c'est très important. Sinon, on se dirait, bah non, il n'y a que les perceptions directes qui sont des cognitions valides. Pas du tout. Ouais. Ok. Très bien, très bien. Et donc, ici, oui, en effet, c'est cette distinction chez les prasangika. Il faut nécessairement avoir une réalisation directe de la vacuité pour être un arya. Alors pour les autres écoles, si on a une réalisation directe de l'impermanence subtile, du non-soi, de la personne, l'absence de soi autosuffisant et substantiel, à ce moment-là, on est un arya. Les prasangika diront quelqu'un qui a une réalisation directe de l'absence de soi autosuffisant et substantiel n'est pas un arya. C'est quelqu'un qui a une réalisation yogique mais ce n'est pas encore un aria, parce que la personne ne réalise que le non-soi grossier de la personne. Donc c'est un niveau supérieur. Ils se sont donné un niveau supérieur par rapport aux autres. Enfin, voilà. Et les autres Exactement. n'admettent pas ça, en fait, Oui, parce que les prasangika diront que même une personne ordinaire peut réaliser l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel. conceptuellement. Et même directement. Ah bon? Parce que le non-soi, ouais, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que quelqu'un peut avoir une réalisation yogique sans être un arya pour les prasangika. Ouais, Oui. les prasangika diront que les perceptions directes yogiques existent aussi dans le continuum des non-aryas. Et donc, ces réalisations yogiques peuvent très bien réaliser l'impermanence subtile, comme on l'a dit, et aussi le non-soi grossier, l'absence de soi autosuffisant substantiel. Pourquoi? Parce que pour les prasangika, l'absence d'un soi autosuffisant substantiel, c'est un non-soi, mais n'est pas une vacuité. Mais normalement, si tu as, enfin, pour réaliser la vacuité, au préalable, il aura fallu avoir le non-soi, l'impermanence et tout ça. Enfin, il va falloir réaliser tout ça. Et ça t'amène à la vacuité, non? Ou tu vas directement à la vacuité sans passer. Enfin, ça paraît d'être un chemin où il y Oui, a l'impermanence que tu dois construire, le non-soi, tout ce qui est substantiel, autonome, etc. Soit enfin, tu t'en contentes, soit tu restes à ce niveau-là, soit tu dis, bah non, il y a encore autre chose, et tu vas au-delà, et tu vas à la oui, vacuité, non? exactement. Exactement. Et idéalement, il faut aller au-delà, il faut aller vers la vacuité. Parce que si on ne s'arrête qu'à l'absence d'un soi autosuffisant substantiel, on n'est pas un aria, on ne peut pas être un aria. Pour les prasangika, hein, Oui, on ne peut oui, pas oui, être un oui. aria et donc on ne peut pas obtenir la libération ni l'éveil. C'est ce qu'on trouve dans le chapitre 9 du Bodhisattva Shantideva, Oui, ouais, oui. qui débat avec les non-prasangika qui disent ah, mais il n'y a pas besoin de la vacuité, il suffit de réaliser les 16 aspects des quatre nobles vérités et c'est bon, on peut obtenir la libération. Les prasangika disent à ce moment-là, ceux qui prétendent avoir obtenu la libération en réalisant directement que les 16 aspects tels qu'ils sont mentionnés habituellement, sont des arhats de l'abhidharma. On les appelle comme ça. Des arhats de l'abhidharma. Ça veut dire qu'ils acceptent l'abhidharma dans le sens des 16 aspects des quatre nobles vérités, l'impermanence, le non-soi grossier de la personne, grossier pour les prasangika. Et donc, ces personnes n'éliminent que des afflictions grossières. Ouais, Oui, et pas donc, dans ce cas-là, subtil. tout va bien. Ils C'est-à-dire éliminent que le des voile afflictions cognitif est grossières toujours là. et même le voile afflictif. J'ai dit Parce qu'on que... n'élimine que des afflictions grossières. Ah oui, Donc, ils ont voilà, pas des fictif afflictions inné. subtiles. Ouais.
Et même, même à qui? Même à qui? Enfin bon, bref, vous voyez Exactement. jusqu'où. Parce que il y a le voile affectif, vous savez ce que c'est? Vous savez, ce sont les afflictions et les gangrènes. Ouais. Ouais, Et parmi les afflictions, il y a les afflictions subtiles et grossières pour les personnes geekas. ouais, Ouais, pour les personnes geekas, les afflictions grossières sont celles qui sont associées à la saisie d'un soi autosuffisant substantiel. Et les afflictions subtiles sont celles qui sont associées à la saisie d'existence inhérente. Ouais, donc si quelqu'un élimine la saisie d'un soi autosuffisant substantiel, cette personne n'a plus d'affliction grossière. Mais alors encore les afflictions subtiles, qu'elles soient acquises ou innées, de toute façon. Ouais, parce que cette personne n'a pas encore réalisé directement la vacuité d'existence inhérente. Et donc c'est pourquoi les Prasangika diront, si vous prétendez être libéré, être des arates, ok, vous êtes des arates de la Dharma. Vous avez éliminé uniquement les afflictions grossières, mais il est impossible d'éliminer les afflictions subtiles sans réaliser la vacuité de l'existence inhérente. Ouais, ça c'est pour les Prasangika. Ok, très bien, très bien. Magnifique. Vous avez des développements par rapport à ça dans Samsara Nirvana and Buddha Nature de sa sainteté Dalai Lama, ouais, qui parle justement de est-ce que l'ignorance qui saisit un soi est une même substance avec les autres afflictions ou pas. Ouais, si on parle de la saisie grossière, non, elle précède les autres afflictions. Et si on parle pour les personnes Gika de la saisie subtile, à ce moment-là, oui, elle peut être une même substance avec les afflictions subtiles, les autres afflictions subtiles, parce qu'elles ont le même mode d'appréhension. Elles saisissent l'existence inhérente de qualité, agréable, désagréable, etc. Ouais. Ok, très bien, très bien. tu peux répéter le livre comme lequel que c'est? Ouais, c'est Samsara, Nirvana and Buddha Nature avec Samsara. la Venerable Thupten Chodron, ouais, dans la série The Library of Wisdom and Compassion. Ça veut dire que dans le premier cas, l'ignorance est la cause et les effets, c'est les autres afflictions. Et dans le Oui, deuxième cas, euh, c'est de la même nature, en fait. Enfin, c'est oui, pareil. c'est la C'est même ça. substance. Exactement. C'est pour ça que Vénérable Gandandul, pendant ses classes, dit que le voile afflictif est lié d'une manière ou d'une autre à l'ignorance. Sans dire est-ce que le voile affectif est une même substance avec l'ignorance ou s'il est produit par l'ignorance. Parce que les Prasangika auront des points de vue différents. Ils vont dire si c'est la saisie d'un soi grossier, c'est la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel de la personne. Or, la colère grossière qui est née à cause de cette saisie du soi grossier n'a pas le même mode d'appréhension. Elle appréhende une personne, etc., et pas nécessairement existant de manière autosuffisante et substantielle. Elle peut appréhender une conduite d'une personne ou l'apparence ou la parole prononcée par cette personne, etc. etc. Ouais. Et donc, elle va surtout être focalisée sur une caractéristique de l'objet d'aversion, etc., ou l'objet d'attachement quand c'est de l'attachement, etc. Ouais. Et donc, les deux n'ont pas le même mode d'appréhension. L'ignorance qui saisit un soi, l'ignorance grossière, elle saisit un soi autosuffisant substantiel, donc elle a un mode d'appréhension très spécifique. Et les autres afflictions n'ont pas ce mode d'appréhension, donc elles ne peuvent pas être une même substance. Alors que pour les places anglicales, la saisie subtile, c'est la saisie d'un soi inhérent de la personne, d'une autre personne, de sa phrase qui nous met de travers, etc., etc. Et cetera. Et donc, de toute façon, le mode d'appréhension est le même, c'est la saisie d'un soi inhérent, ouais, d'une caractéristique ou d'une personne ou de quelque chose, etc. Et donc, forcément, vu que c'est le même mode d'appréhension, ça peut être une même substance avec les autres afflictions. C'est magnifique, ça. À méditer. Ok. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Réfléchir. Ok, donc là, c'est du praliné que je vous donne en plus. Normalement, ça fait pas partie de ce qu'on voit là, mais on Ah, le ça fait verra dans rien. les facteurs mentaux. Comme on a vu un peu les facteurs mentaux et on les reverra, c'est là où c'est évoqué d'une manière très intéressante. Et sa sainteté donne d'autres éléments par rapport à l'ignorance. Il dit qu'on est très ignorant par rapport à l'ignorance. Il dit il y a l'ignorance, le facteur mental d'ignorance, l'ignorance qui est le premier lien des 12 liens, etc., etc. Il y a plein d'ignorances différentes. Certaines se recoupent et certaines pas du tout. Oh là là. Ouais, c'est important de voir ces distinctions-là aussi. Ok, très bien, très bien, très bien. Et donc, en effet, on est toujours à la page, ouais, 153. Oh là là, mais Oh, c'est magnifique. Il existe de nombreuses interprétations de cette assertion d'Acharya Dharmakirti. Donc, à chaque fois, comme vous l'avez remarqué, je rajoute Acharya, ouais, parce qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble avec ses grands maîtres. Ouais, et donc, dans les textes, ils disent tout simplement Dharmakirti, Dignaga, etc. Mais c'est comme si on disait
tiens, je vais aller à Dharamsala, je vais aller rencontrer Tenzin Gyatso. C'est pas du tout respectueux, ouais, on n'a pas du tout levé les cochons ensemble avec sa sainteté. Et donc, il vaut mieux dire sa sainteté d'aller Lama, etc., plutôt que juste Tenzin Gyatso, etc. Et là, c'est pareil, dire Acharya Dharmakirti, c'est-à-dire le maître ou l'enseignant Dharmakirti, c'est plus respectueux que dire Mm. simplement Dharmakirti. Ouais, j'ai pas élevé les Ouais. cochons avec. Ok. Et là, c'est pareil, on devrait dire selon Kunkien, Jamien Shepa, etc. On devrait toujours donner un titre parce que c'est comme on le fait avec respect de toute façon. Très bien, très bien. Et donc, selon Kunkien, Jamien Shepa, tout ce qui apparaît à une perception directe yogique doit être certifié par elle, tandis que Panchen Sonam Drapa dit que cela n'est pas obligatoire. Ah bon? Ok. Pourquoi? Sa justification est qu'il existe dans le continuum d'un bodhisattva supérieur, donc un arya bodhisattva, une perception directe yogique qui réalise qu'une conscience omnisciente est impermanente. Ah oui, c'est magnifique cet exemple. Ok. On peut très bien avoir par exemple quelqu'un qui va méditer sur l'impermanence de la conscience omnisciente. Ok. Et donc, au bout d'un moment, cette personne, à force de méditer, va avoir une perception directe yogique de l'impermanence de cette conscience omnisciente. Or, l'impermanence de cette conscience omnisciente et cette conscience omnisciente sont-elles une même substance ou pas? Est-ce qu'elles sont une même substance? Est-ce que l'impermanence de la tasse est une même substance avec la tasse? Bah, même substance. C'est quoi être une même substance? C'est ce que je suis en train de réfléchir. C'est la définition auquel je suis en train de réfléchir. C'est parce qu'on voit une même perception directe, c'est ce qui est vu en même temps, non? C'est ça? Alors, pas en même temps, parce que sinon on dirait que Oui, la oui, la tasse et couleur le du tapis, oui, téléphone, oui, je sais. Alors, chaque fois que je suis. Ah oui, la c'est, ne peut pas être dissocié. Oui, je sais pas comment on le formule. oui, exactement, n'apparaissent pas séparément. Voilà, voilà, c'est ça. Apparaissent à une perception directe et Mm. n'apparaissent pas séparément. Donc, ils Donc, la sont question, différents. Et donc, la question, c'est quoi? C'est est-ce que l'impermanence de la conscience omnisciente et la conscience omnisciente sont une même substance ou pas? Par exemple, est-ce que l'impermanence de votre conscience et votre conscience sont une même substance? Si quelqu'un, par mais exemple, ça doit pas apparaître à une perception directe, donc, enfin, alors que là, c'est exactement. conceptuel. Oui, mais si, par exemple, un arya qui perçoit notre esprit, ouais, qui médite sur l'impermanence de notre esprit, un arya a nécessairement les clairvoyances. Mhm. Ouais, donc, il va Oui. percevoir notre esprit et l'impermanence subtile de notre esprit, non? Alors Oui, donc, ça, c'est le grossier et le subtil, c'est séparé. Alors là, ce serait l'impermanence subtile, ouais, parce que donc, l'impermanence grossière, c'est facile. Il suffit de voir que la conscience visuelle voit autre chose, hop, et la conscience visuelle précédente, elle a disparu, elle est remplacée par une autre. Donc ça, ce Ouais, serait d'accord. facile. donc, il peut voir les Mais, deux. et donc en effet, les deux apparaissent et n'apparaissent pas séparément, ouais. Mm, mm, mm. Exactement comme nous, notre conscience visuelle, l'impermanence de la tasse et la tasse, les deux nous apparaissent, sauf que notre conscience visuelle ne réalise que la tasse, elle ne réalise pas l'impermanence. Ouais, elle est inattentive au regard de l'impermanence de la tasse. Ouais, Oui. sauf que les deux apparaissent mais n'apparaissent pas séparément. C'est comme le Ouais. Bouddha qui verra les deux vérités en même temps. Oui, pour les mahayanistes, ouais, Oui, pour les oui, bien sûr. Oui, même oui, pour bien sûr. les non-mahayanistes, il verra toutes les vérités en même temps de toute façon. Ouais. Mais pour les mahayanistes, les deux vérités sont une même entité. Oui, oui. Il voit le Ouais, côté pile et face d'une chose. exactement, tout à fait. Magnifique. Donc pour un Bouddha, c'est facile, parce qu'un Bouddha il réalise tout. Ouais. Mais Oui, pour bien sûr. un Arya Bodhisattva, est-ce qu'un Arya Bodhisattva est un Bouddha? Non. Non, mais il peut avoir une réalisation yogique, Oui. et en particulier une réalisation yogique de De la... l'impermanence, Oui, tout à fait. Oui. et en particulier une réalisation yogique de l'impermanence d'une conscience omnisciente. Oui. Or, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que la conscience omnisciente et l'impermanence de cette conscience omnisciente apparaissent à cette perception yogique? Est-ce qu'elles sont C'était une la même question de la substance? dernière fois. Ouais, parce qu'elles sont une même substance. Si on dit est-ce que la tasse et sa couleur sont une même Ben oui, substance ou pas? il le voit en Parce même qu'elles temps. apparaissent et elles n'apparaissent pas séparément. Non. Ok, donc la réalisation yogique de l'Arya Bodhisattva qui médite sur l'impermanence subtile de l'omniscience, la sagesse omnisciente et l'impermanence doivent lui apparaître. Mm.
Si on dit maintenant qu'une perception yogique doit réaliser tous les aspects de ce qui lui apparaît, ça veut dire que la conscience d'un Arya Bodhisattva, donc qui n'est pas un Bouddha, réalise directement l'omniscience, la sagesse omnisciente. Et il peut pas, puisqu'il n'est pas Bouddha. Et il ne peut pas parce qu'il n'est pas encore Bouddha, exactement. Mm. Donc c'est pourquoi le Panchen Sonanjapa dira tout ce qui apparaît à une perception yogique n'est pas nécessairement réalisé. La sagesse omnisciente apparaît, tout comme son impermanence, mais seule l'impermanence est réalisée yogiquement par cet Arya Bodhisattva, pas la sagesse omnisciente. Mm, Sinon, il mm. faudrait qu'il soit omniscient lui-même. Ok, Ouais, ça joue? oui, oui. Oh, c'est magnifique! Oh là là, donc on va essayer de finir ce passage-là, vu que vous l'avez compris. On va juste le lire. Sa justification est qu'il existe dans le continuum d'un Arya Bodhisattva une perception directe yogi qui réalise qu'une conscience omnisciente est impermanente. Ok. Une telle conscience omnisciente apparaît à la perception directe yogique, mais celle-ci ne la réalise pas pour autant. Si tel était le cas, il faudrait qu'elle la réalise directement, bien sûr, parce qu'elle est yogique, ce qui signifierait qu'une conscience omnisciente serait présente dans la sphère de perception directe yogique d'un Arya Bodhisattva, qui lui-même n'est pas encore omniscient. Ouais. Mais les cessations et les réalisations du continuum d'un Bouddha appartiennent uniquement à la sphère de réalisation de perception directe d'un Bouddha et non des êtres conscients. Ouais, les êtres sensibles ou êtres conscients, ça veut dire une personne qui n'est pas un Bouddha, tout simplement. Ouais. Ce qui amène Panchen Sonadjava à soutenir qu'il n'est pas correct de dire qu'une perception directe yogique réalise tout ce qui lui apparaît. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, par exemple, on pourrait dire dans le continuum d'un Arya Bodhisattva qui a Bodhicitta, Bodhicitta qui veut obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Est-ce que cette Bodhicitta est directe ou pas? Dans le continuum d'un Arya Bodhisattva qui a une perception directe yogique. Non? Parce que si c'est une Bodhicitta qui est directe, non conceptuelle, cette personne réalise ce qu'est l'éveil et réalise l'infinité de tous les êtres. Donc elle n'a pas besoin d'obtenir l'éveil. Ça veut dire briser la vitre avec le marteau qui est de l'autre côté. Ouais. Ça veut dire qu'il faudrait déjà obtenir le fruit avant même de l'obtenir. C'est magnifique, ça, non? Mm, mm. Ok, excellent. Très bien, très bien. Est-ce qu'on arrive? Ouais, si vous voulez, on peut finir le dernier passage avant d'arriver au prochain passage sur les doutes. Très bien, Oui, il explique l'ascension d'Acharya Dharmakirti simplement en voyant ce dont l'intelligence est grande, authentifie tous les aspects, comme suit. Donc là, c'est toujours Panchen Sonadjapa. Elle dit non, ça ne veut pas dire que la perception directe yogique réalise tout ce qui lui apparaît. Très bien. Bien que généralement, ceux dont l'intelligence est grande indiquent les bodhisattvas, dans ce contexte, il s'agit des perceptions directes yogiques. OK. Authentifie tous les aspects signifie qu'une perception directe yogique authentifie tout ce qui est son objet d'engagement. Ouais, si par exemple l'Arya Bodhisattva réalise l'impermanence de l'omniscience, c'est l'impermanence Mm. qui doit être réalisée parfaitement. Parce que l'omniscience a différentes caractéristiques. En fait, il s'est centré sur un objet. Donc, il a réalisé cet objet, mais il y a tellement d'objets, il n'y a que le Bouddha qui peut tout réaliser en même temps. C'est ça. Exactement, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Le problème, c'est que certains vont dire oui, mais comme pour une perception directe, l'objet d'engagement, c'est son objet apparent, ça pose question. Si on dit l'impermanence de l'omniscience et l'omniscience doivent nécessairement apparaître en même temps. Oui, mais quand Et puisque c'est l'objet apparent, ça doit aussi être l'objet d'engagement. Mais comme on avait vu une fois dernière, je ne sais pas si on l'avait vu avec vous, mais c'était peut-être avec les Anglais, les anglophones, on avait vu qu'il y avait quatre possibilités entre objet d'engagement d'une perception directe et objet apparent d'une perception directe. Donc dans ce cas-là, en effet, pour la perception directe yogique, l'impermanence subtile de l'omniscience, c'est son objet d'engagement, mais l'omniscience elle-même ne sera pas son objet apparent, ne sera pas son objet d'engagement. Sera aussi son objet apparent, parce que c'est une même substance avec l'impermanence subtile, mais ne sera pas son objet d'engagement. Ok, pourquoi pas. C'est une, pour un bodhisattva. pour un bodhisattva exactement, alors que pour un Bouddha, il réalise tout ce qui lui apparaît. Mais Oui, donc oui, oui. tout ce qui est Oui, son objet apparent, c'est aussi ce qui est son objet d'engagement. parce que le bodhisattva, oui, c'est ça, c'est que le bodhisattva, il est sur le chemin de la vision. Il n'est pas Oui, au au minimum, ouais. minimum. Il est sur la voie de vision jusqu'à la voie de méditation du Mahayana, ouais. Ouais. Ouais, ça veut dire qu'un bodhisattva ne peut pas être sur les trois voies des Aryas mahayanistes.
Parce que certains parlent du Bodhisattva Yana. Mais si on dit Bodhisattva Yana, ça exclut de fait la dernière voie, la voie au-delà de l'apprentissage, puisque la voie au-delà de l'apprentissage du Le Mahayana, Bouddha. c'est quoi? C'est Le Bouddha, Bouddha. c'est plus Bodhisattva. Ouais. Donc si on dit Bodhisattva Yana, ça exclut la dernière voie Ah, mahayaniste. Ouais, c'est pour ça qu'il vaut mieux dire Mahayana. Comme ça inclut les Arya Bodhisattvas, les Bodhisattvas ordinaires, les Arya Bodhisattvas et les Arya Bouddha. Ouais, ça inclut les 5 voies mahayanistes. Ouais. Ok. Très bien. Et ben, si vous voulez, on verra la suite la fois prochaine, à moins que vous ayez 2 minutes. Oui, oui. oui. Ouais. Ok, parfait, parfait. Et donc, très bien. Donc, authentifie tous les aspects signifie qu'une perception directe yogique authentifie ou certifie tout ce qui est son objet d'engagement. Il n'y a rien qui soit un objet d'engagement d'une perception directe yogique que cette conscience ne réalise pas. Donc, dans ce cas-là, il faut spécifier une perception directe yogique réalise tout ce qui est son objet d'engagement. OK? Bien qu'elle ne réalise pas tout ce qui lui apparaît. Ouais, étant donné que Kunken Jamyang Shepa soutient qu'une perception directe yogique réalise obligatoirement tout ce qui lui apparaît, il ne serait certainement pas prêt à admettre qu'une conscience omnisciente apparaît à une perception directe yogique du continuum d'un Narya Bodhisattva qui réalise en permanence une conscience omnisciente. Ouais, Kunken Jamyang Shepa ne dirait pas que la conscience omnisciente lui apparaît. Panchen Sonakpa dira oui, elle lui apparaît, mais il ne la réalise pas. Il ne réalise que son objet d'engagement, l'impermanence de cette conscience omnisciente. Ouais, ça joue. Ouais, magnifique. Vous avez assuré une fois de plus. C'est splendide. Et donc, on peut dédier tout cela, tout ce qu'on a essayé d'étudier, tout ce qu'on essaie de faire pour transformer notre esprit, pour aider tous les êtres à en faire autant, pour que les êtres puissent retrouver la lucidité, surtout les grands de ce monde, les présidents, les dictateurs, etc., puissent tous les gens qui ont du pouvoir retrouver la lucidité et retrouver le sens du vivre ensemble, de la fraternité, de tous les êtres, en particulier des êtres humains sur cette planète. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir et qu'on se retrouve soit ce soir, soit la fois prochaine. Merci beaucoup. Excellente D'accord. journée. Au revoir. Prenez bien soin de vous. Ciao, Au revoir. ciao. Merci.